Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une vidéo spéciale traduction car pour info, Seth Rollins a récemment été interviewé par le journaliste américain Ariel Helwani et l'interview a été postée en deux parties. La première partie était assez courte, mais par contre, la seconde partie vient de sortir et dedans, Seth Rollins se livre sur plein de sujets très différents et très intéressants, notamment sa carrière, sa relation avec Dean Ambrose, avec Roman Reigns, le fait d'être toujours numéro 2 à la WWE, ou encore le fait de potentiellement retravailler avec Bray Wyatt. Donc je me suis dit que j'allais vous traduire cette interview. Maintenant attention, je rappelle que je ne suis pas imitateur, donc je vais garder la même voix quand je ferai Seth Rollins et Ariel Helwani, mais par contre je changerai les photos à l'écran pour que vous compreniez exactement quand Seth Rollins parle et quand Ariel Helwani pose les questions. Donc c'est parti pour cette petite traduction, et comme d'habitude, si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire. Bonjour à tous, je suis Ariel Helwani et on se retrouve avec Seth Rollins, un MVP, l'un des meilleurs catcheurs de la WWE, un futur Hall of Famer. On s'était quitté à la fin de la partie 1 et tu nous avais dit que tu avais toujours ce sentiment d'infériorité, malgré la grande carrière que tu as eue, malgré tout ce que tu as accompli. Tu as toujours ce sentiment d'infériorité, un petit peu ce ressentiment. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que tu ressens ça? Alors en fait, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on ne m'a jamais donné ce qui m'est dû. Je n'ai jamais été le numéro 1, je n'ai jamais été le mec, je n'ai jamais été la tête d'affiche de WrestleMania. Ça a toujours été John Cena ou alors c'était Roman Reigns, et à l'époque quand j'étais à la Ring of Honor, c'était Nigel McGuinness ou encore Bryan Danielson, et j'étais toujours le second, j'étais toujours le prochain, la prochaine grande star, mais je n'étais jamais le numéro 1, et ça me ronge à l'intérieur. Et je ne sais pas d'où vient ce côté compétitif, mais ça me rend totalement fou. Et en réalité, si un jour je suis numéro 1, je ne sais pas si ce côté compétitif va disparaître. Je pense que j'aurai toujours ce côté compétitif, j'aurai toujours cette envie, car je fonctionne mieux de cette manière. Il me faut ce côté compétitif, pour le meilleur ou pour le pire. Et est-ce que tu as une théorie par rapport au fait d'être toujours le numéro 2, celui qui passe après les autres, celui qui n'est jamais le numéro 1? Alors c'est intéressant parce que le catch en soi c'est une méritocratie, mais jusqu'à un certain point. Il y a cette connexion également que tu peux créer avec la foule, que tu peux mettre en place, et potentiellement tout ce mix va te pousser au top, au sommet. Mais être choisi comme étant le numéro 1, ce n'est pas toujours aussi simple. Et honnêtement, je ne sais pas, et d'ailleurs, un gros détail, c'est que peut-être que j'ai tort, peut-être que je me trompe, peut-être que je ne suis pas aussi bon que je le pense. Peut-être qu'il y a des gens qui génèrent plus d'argent que moi, qui vendent plus de merch et qui catchent mieux que moi, et donc peut-être que j'ai cette mauvaise image dans ma tête, cette fausse image de moi, et que je pense que je suis bon alors que je ne le suis pas. C'est ça la peur, c'est que peut-être que j'ai tort, peut-être que je me trompe totalement, et qui sait, peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est comme ça, mais dans tous les cas, je ne peux pas fonctionner de manière optimale en acceptant ça. Je suis très fier de mon éthique, de ma manière de travailler, de tout ce que je donne, et je sens que si j'acceptais tout simplement que je ne suis pas le meilleur, et que je ne peux pas être une aussi grosse star que Roman Reigns ou encore Hulk Hogan, alors à ce moment-là, honnêtement, je ne pense pas que je rendrais service au business ou à moi-même. Et je ne pourrais tout simplement pas me coucher le soir, je ne pourrais pas m'endormir si j'acceptais que j'étais tout simplement le numéro 2. Pourquoi est-ce que je suis toujours numéro 2? Je ne le sais pas. Alors c'est intéressant car tu viens de dire que peut-être que tu te trompes, peut-être que tu n'es pas le meilleur, alors que justement lors de la partie 1, tu as dit que tu penses être potentiellement le meilleur catcheur de la planète. Donc j'aimerais savoir justement, est-ce que tu doutes souvent? Est-ce que ce doute apparaît souvent dans ta tête? Honnêtement, tout le temps, je pense. Et je pense que ça produit une sorte de colère positive en moi. C'est ce qui me permet de continuer à me donner à fond. Et le fait de penser que je ne suis peut-être pas le meilleur, justement, c'est de la motivation, c'est de l'énergie, c'est du carburant. Mais oui, le doute est présent constamment. Et le fait de se demander est-ce que je suis aussi bon que je le pense est juste à côté dans ma tête de je suis le meilleur. Et je pense que pour tout athlète de haut niveau, tu as en permanence ces deux pensées dans ta tête. C'est un petit peu le yin et le yang, et toute personne qui te dit qu'elle ne se pose pas la question par rapport à son niveau est sûrement en train de mentir. Et est-ce qu'il y a un moment lors de ta carrière à la WWE où tout a failli fonctionner? Un moment où tu pensais que tu étais le meilleur et que la WWE te traitait comme étant le meilleur et potentiellement le numéro 1? Non, jamais, même quand j'étais champion. J'ai toujours ressenti un petit peu ce syndrome d'imposteur quand j'avais la ceinture. Car j'étais jeune, j'avais 26 ou 28 ans, et une fois que j'avais remporté le titre, je bossais avec des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et ce n'est pas que je n'apportais rien au storyline, mais en rétrospective, maintenant que j'y repense, je ne réfléchissais pas à l'époque comme je réfléchis maintenant, et je ne pensais pas aux choses à l'époque comme j'y pense maintenant. Même quand j'ai remporté le titre à WrestleMania, quand j'ai cash in, j'avais toujours l'impression d'être le numéro 2,
le second derrière Roman Reigns. En gros, j'avais l'impression que les officiels me faisaient comprendre que je devais garder la place jusqu'à ce que Roman Reigns soit totalement prêt, mais pour le moment, à l'heure actuelle, je suis un petit peu en avance par rapport à Roman Reigns, donc pour le moment on va donner le titre, mais ensuite c'est Roman Reigns qui prendra les choses en main. Donc non, durant toute ma carrière à la WWE, je n'ai jamais eu l'impression d'être le numéro 1, celui qui était choisi par les officiels pour qu'on mette son visage partout. Et est-ce que tu es proche de ce niveau? Est-ce que tu es proche d'être potentiellement le numéro 1? Honnêtement, je ne sais pas, mec. Et je me demande souvent que, comme je vis dans l'ère de Roman Reigns, peut-être que ça n'arrivera jamais, tout simplement. La seule fois où on a potentiellement pensé à moi pour le main event de WrestleMania, c'était quand Roman Reigns était malade, quand il avait eu la leucémie et qui était absent pendant plusieurs mois. J'étais le second sur la liste des babyface, donc en gros, on m'a un petit peu mis à sa place. Mais oui, j'ai l'impression que tout ce que je peux espérer de mieux, c'est d'être en fait le Edge de son Cena, ou le Macho Man de son Hulk Hogan, donc en gros la grande superstar, juste en dessous du numéro 1. Mais attention, ça ne veut pas dire que je pense que je ne suis pas à son niveau, je pense que je peux générer autant d'argent, être le numéro 1, mais ce n'est pas mon bac à sable, ce n'est pas mon parc, ce n'est pas moi qui prends les décisions. Et quelle est ta relation à l'heure actuelle avec Roman Reigns? Avec Roman? Super, génial. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de jalousie, c'est une compétition très saine. Car quand on a lancé le Shield, l'objectif dès le départ, c'était que tous les trois un jour, on soit au sommet du business. Et ce n'était pas en mode je vais t'aider, puis tu vas m'aider, puis on va s'aider. C'était en mode on va tous s'utiliser. Et attention, je ne veux pas dire de manière négative, c'est simplement qu'on savait tous ce qu'on avait, ce qu'on amenait à la table, et on savait tous qu'on voulait devenir numéro 1. Mais il n'y a jamais eu d'embrouille, de grosses tensions ou de la jalousie. Roman a un talent immense, il est incroyable en tant que champion, et en particulier ces 2 dernières années. Donc je ne peux pas le critiquer, je ne peux rien lui enlever, mais je ne peux pas accepter dans mon cœur que quelqu'un est meilleur que moi, ou quelqu'un catch mieux que moi. Donc vraiment, il n'y a jamais eu d'embrouille, il n'y a jamais eu de conflit entre lui et moi, ça a toujours été simple. Et concernant Jon Moxley, concernant Dean Ambrose, est-ce que tu as toujours une relation avec lui? Est-ce que c'est pareil? Alors oui, c'est pareil. Bon, forcément, on se parle moins souvent, car on a des emplois du temps qui sont assez opposés, mais pour info, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop envoyer des SMS, le téléphone, etc. Il préfère plutôt quand on se voit en personne. Donc la dernière fois que j'étais à Cincinnati, par exemple, je suis allé le voir, et je le fais de temps en temps pour avoir de ses nouvelles. Et je suis très proche de sa femme, Renee Young, donc on s'écrit toujours, on s'envoie des photos de nos enfants. Donc vraiment, il n'y a jamais eu aucune animosité, et je lui souhaite le meilleur. Il est au sommet de son game actuellement, à la AEW. Et donc vraiment, il n'y a jamais eu aucune embrouille entre nous trois. Mais attention, je ne veux pas parler pour Moxley et Roman Reigns, car il faut savoir que eux deux, ils étaient plus proches l'un de l'autre que de moi. Ils étaient encore plus proches derrière la caméra, et je suppose que c'est toujours le cas, en tout cas je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de négatif de la part de Reigns envers Moxley, et inversement. Alors tu viens d'avoir une magnifique rivalité avec Cody Rhodes, vous vous êtes affrontés plusieurs fois, et tu as perdu les 3 matchs. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ces 3 défaites, par rapport au fait d'être à 3-0? Tu sais, quand j'ai su que Cody Rhodes allait revenir à la WWE et qu'il allait m'affronter à WrestleMania, et il faut savoir qu'on l'a su très peu de temps avant WrestleMania, eh bien ça me paraissait assez évident de qui allait remporter le match. Maintenant, ça ne m'a pas empêché d'être un peu frustré car encore une fois, j'étais utilisé pour catapulter quelqu'un à une position où selon moi je devais être. Donc ça m'a un petit peu démoralisé, mais encore une fois, c'était également ce qu'il fallait pour me motiver justement pour que je prouve qui je suis lors de WrestleMania. Et j'étais prêt à avoir le match de la soirée lors de WrestleMania, mais il se trouve que ma femme et Bianca Belair ont également sorti un énorme match juste avant nous, mais je pense qu'on est tout de même sur la liste des meilleurs matchs de WrestleMania. Et ensuite, tu regardes ce qu'on voulait accomplir lors des 2 pay-per-views suivants, et qui sait, peut-être que le résultat aurait été différent s'il ne s'était pas déchiré le muscle pectoral. Mais au final, c'est ce qui s'est passé, et en rétrospective, quand on y repense, je pense que je suis ressorti de la rivalité à un meilleur niveau que je n'y suis entré. Je ne pense pas que j'ai souffert du fait de perdre 3 fois de suite. Et en quelque sorte, je pense même que j'ai eu plus de respect, car j'ai fait preuve d'humilité, j'ai mis mon ego de côté pour mettre en avant quelqu'un d'autre. Sachant que c'est quelqu'un qui revenait dans ce monde, qui arrivait dans notre monde, et il en avait besoin beaucoup plus que moi, car moi, honnêtement, mon niveau ne va pas redescendre, alors que lui, comme il revenait à la WWE, il avait besoin de ses victoires pour le propulser. Et il s'est donné à fond malgré une blessure incroyable pour se trouver maintenant dans cette position où c'est bon, c'est fait, maintenant Cody est un big name, il est en place à la WWE. Donc j'ai aimé le process et il faut rappeler que le catch, c'est une question de storytelling.
On raconte des histoires, ce n'est pas du MMA. Les victoires et les défaites n'ont pas autant d'importance qu'au MMA, elles ont de l'importance jusqu'à un certain niveau, mais pas autant que dans le monde réel. Et attention, il y aura peut-être des catcheurs ou des personnes dans d'autres fédérations qui vont dire que les victoires et les défaites comptent. Mais honnêtement, on est dans le monde du catch, ce sont les histoires qui comptent. L'objectif est de faire ressentir quelque chose aux gens. Et par rapport à ce Hell in a Cell match où Cody Rhodes était blessé, tout le monde parle de lui, mais personne ne parle de ton rôle, le fait de catcher avec quelqu'un qui est blessé et de devoir faire en sorte de ne pas plus le blesser. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce match ? Et bah tu sais quoi, honnêtement ce match a fait beaucoup de bien pour réparer ma réputation, car j'avais reçu beaucoup de critiques en ligne comme quoi apparemment je n'étais pas safe, et il y avait eu pas mal de blessures lors de mes matchs, même quand ce n'était pas moi qui blessais les superstars en question. Donc je pense que les gens se sont dit, ah tiens en fait, il sait s'occuper de ses adversaires, bah oui bien sûr. Et au niveau de la blessure de Cody, je pense que c'était surtout très effrayant, d'un point de vue visuel, mais il faut clairement comprendre que nos médecins ne l'auraient jamais laissé catcher s'il y avait un risque que sa blessure ne s'aggrave. Maintenant, est-ce qu'il y avait un risque qu'il blesse une autre partie de son corps à cause de sa blessure au muscle pectoral ? Alors ça, oui, totalement, car vu qu'il était blessé au pec, forcément son corps devait compenser avec d'autres parties, donc oui, potentiellement il pouvait se blesser à un autre endroit. Est-ce que c'était dangereux pour moi d'être dans le ring avec quelqu'un qui n'a qu'un seul bras ? Alors oui, totalement. Mais encore une fois, je rappelle que nous sommes des professionnels et nous pouvons designer un match de manière à nous protéger, mais tout de même réussir à créer quelque chose de captivant. Et d'une certaine manière, je pense que le match n'aurait pas été aussi impressionnant si justement Cody n'avait pas cette énorme tache au niveau de son pec et de son bras. Donc en gros, t'essaies de faire ce que tu peux par rapport à la situation qu'on te donne, et honnêtement, je pense qu'on s'est plutôt très bien débrouillé. Alors il y a quelques mois, tu t'es fait attaquer par un fan sur la rampe d'entrée. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce moment et savoir exactement ce que tu as ressenti, car ça devait être très effrayant. Alors honnêtement, je n'ai pas compris ce qui se passait, je n'ai pas eu le temps de process ce qui était en train d'arriver. Le seul souvenir que j'ai, c'est quand il s'est retrouvé sur moi, et j'ai essayé de lui choper la tête un petit peu en mode guillotine. C'était un de mes réflexes, hein. Il faut savoir que je n'ai aucun entraînement dans les arts martiaux, donc je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de correct, mais j'ai essayé de lui prendre la tête pendant qu'il me tirait les cheveux. C'était instinctif, mon instinct était simplement de contrôler sa tête, comme ça il ne pourrait pas se lever, en espérant bien entendu qu'il n'ait pas d'armes sur lui ou quoi que ce soit. Et heureusement, il n'en avait pas. Mais c'est arrivé tellement rapidement et je me rappelle que je me demandais mais qu'est-ce qui se passe ? Et qui est sur moi ? Mais dégage ! En tout cas, je suis très reconnaissant que la sécurité était présente. Je suis très heureux qu'il n'avait pas d'armes au final. Et il faut savoir qu'au final, je me sens mal pour lui car je me suis un petit peu informé et j'ai appris qu'il s'est fait catfish, il s'est fait avoir par un faux Seth Rollins en ligne qui lui a volé de l'argent. Donc forcément, je me suis senti mal pour lui et par rapport au fait qu'il n'a personne autour de lui qui peut l'aider dans ce genre de situation. Mais du coup maintenant, est-ce que tu as ce mauvais souvenir en tête ? Est-ce que tu y penses souvent lors de ton entrée ou lors des shows ? Est-ce que tu as peur de te faire attaquer ? Alors oui, ça m'arrive surtout lors des live events, car à la télévision on a toujours un petit peu plus de sécurité. Mais c'est vrai que lors des live events, quand je fais mon entrée, je jette un petit coup d'œil à droite à gauche, et je repense parfois à cette petite attaque qui a eu lieu lors de Raw. Car il faut savoir que ce n'est pas la première fois que je me fais attaquer par un fan, c'est la 3e ou la 4e fois que quelqu'un passe par-dessus la barrière pour m'attaquer, et je pense qu'ils ont réussi à m'atteindre au moins 2 ou 3 fois. Mais bon, je tiens à préciser que c'est 2 ou 3 fois sur près de 10 ans de carrière à la WWE, donc bon, au final, ça va. Mais tout de même, cela aurait pu mal se passer, il aurait pu y avoir une catastrophe, donc forcément, j'y pense toujours un petit peu dans ma tête. On va passer à l'actualité et j'aimerais savoir quelle a été ta réaction quand tu as appris que Vince McMahon allait prendre sa retraite et que Triple H allait le remplacer au niveau créatif. Je n'arrivais pas à y croire, je me rappellerai toujours où j'étais. J'étais à l'aéroport, on se rendait à un live event, et donc là je reçois une notification sur mon téléphone. Veuillez checker votre app, vous avez reçu un message de la part du chairman. Et donc je lis le message et voilà, c'est fait. Vince McMahon annonce qu'il est à la retraite. Et il faut savoir que pendant ce temps, Becky était avec notre fille Roux, et elles étaient en train de regarder la statue d'un cerf à l'aéroport. Et là d'un coup elle voit mon visage et elle me demande qu'est-ce qui ne va pas. Donc là je lui raconte et elle était en mode « Oh mon dieu, quoi ? Comment ?» Et je pense qu'on était tous les deux dans ce mode « Mais what ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et bien entendu, Vince est plus âgé que moi, donc je me suis toujours dit qu'un jour, pendant ma carrière, peut-être qu'il prendra sa retraite, ou peut-être même qu'il va mourir tout en restant le patron de la fédération. Mais là, c'est arrivé de manière tellement soudaine que je n'étais pas préparé émotionnellement, et du coup, vraiment, j'étais émotif sur le coup, ça m'a touché. Parce que honnêtement, j'aime Vince. Il a été une figure paternelle pour moi ces 10 dernières années. Son approbation signifie beaucoup pour moi, et d'un coup, je me demandais, mais waouh, c'est la dernière fois que j'ai vu Vince, est-ce que je vais le revoir ? Et quand tu as une relation si proche avec quelqu'un, avec des hauts et des bas, c'est comme si j'avais perdu un ami, c'est comme si j'avais perdu un mentor. Et est-ce que tu as pu lui parler depuis, justement ?
Eh ben non, justement, je ne lui ai pas parlé depuis qu'il est parti, car je n'avais que son numéro de téléphone professionnel, son numéro de téléphone corporate. Et du coup, depuis qu'il est à la retraite, j'imagine qu'on lui a enlevé ce portable, on a désactivé ce numéro. Je lui ai envoyé un message audio immédiatement quand j'ai appris la nouvelle, et j'ai pu voir que le message a été lu, mais depuis par contre, je n'ai plus une nouvelle de Vince. Et qu'est-ce que tu voulais lui dire dans ce message audio? Quel message tu voulais faire passer? Alors je lui ai simplement dit que je l'aimais et qu'il va me manquer. Car comme je l'ai dit, c'était un mentor pour moi, et ce business du catch ne devient pas ce qu'il est aujourd'hui sans Vince McMahon. Le fait qu'on soit là à se retrouver de discuter de catch, le fait que des gens parlent de catch sur Twitter, cette audience mondiale, ça ne serait jamais arrivé sans Vince, en tout cas pas de cette manière. Peut-être que le catch aurait survécu, fonctionné et prospéré sans Vince McMahon, mais peut-être que le catch serait mort sans Vince. Peut-être que les territoires seraient devenus de plus en plus petits jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Qui sait? Dans tous les cas, on lui doit tellement. Je veux dire, si Vince ne m'avait pas embauché, je n'aurais pas ma femme aujourd'hui. Je n'aurais pas ma fille, je n'aurais pas cette qualité de vie. Tout ça sans Vince. Il m'a donné l'opportunité de vivre mon rêve avec ce qu'il a créé. Donc il y aura toujours beaucoup de respect, beaucoup d'amour et cette bonne relation qu'on a cultivée au fil des années. Alors actuellement à la WWE, il y a plein de retours et justement en parlant de ça, je voulais savoir si jamais Bray Wyatt revient un jour, est-ce que ça t'intéresserait de retravailler avec lui? Car j'ai toujours eu l'impression que ça pourrait t'intéresser de retenter quelque chose avec Bray par rapport à votre première rivalité qui ne s'était pas forcément très bien passée. Écoute, une autre tentative pourrait être intéressante, mais il faut savoir que le personnage de Bray Wyatt est tout simplement difficile. Si tu regardes toutes les personnes qui ont travaillé avec Bray Wyatt pendant une certaine période, ils ne sont jamais ressortis de la rivalité dans un meilleur état qu'ils n'y sont rentrés. C'était très difficile d'avoir une histoire avec Bray Wyatt, bon à part Randy Orton qui l'a tué, mais sinon honnêtement c'était très compliqué. Je pense peut-être que Bryan Danielson, Daniel Bryan, est le seul qui a réussi à s'en sortir, à s'en échapper, sans trop de dégâts on va dire par rapport à son personnage. Pour toutes les personnes qui l'ont affronté, ça a mené à une fin terrible pour leur personnage. Par exemple, pour moi, ça a mené à la fin du Beast Slayer. En fait, c'était compliqué de trouver comment raconter une bonne histoire catchesque avec ce personnage. Et honnêtement, je n'étais pas bon à ça avec ce côté un petit peu étrange, phénoménal. Je n'arrivais pas à mixer à ça à la réalité pour réussir à en faire quelque chose de captivant. Et au final, je pense que ça aurait été mieux qu'il me batte et qu'il me détruise totalement lors du Hell in a Cell match. Comme ça, j'aurais pu passer à autre chose et il aurait pu enchaîner avec son règne en tant que champion. Mais ça n'a pas été le cas et on a fait ce qu'on pouvait avec les cartes qu'on nous a données, ce n'était pas notre choix. Et croyez-moi, il vous dirait la même chose, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. On a essayé de changer les choses, mais le patron à l'époque ne voulait pas bouger. Et comme je l'ai dit juste avant, ce n'est pas notre bac à sable, ce n'est pas notre magasin, ce n'est pas nous qui prenons les décisions, parfois nous ne sommes simplement que des acteurs qui lisons les lignes qu'on nous donne, le script qu'on nous donne. Et c'était justement l'un de ces soirs où nous n'avions pas la liberté de pouvoir improviser, de pouvoir faire ce qu'on souhaitait. Maintenant, j'adorerais avoir l'opportunité de travailler avec Wyndham Rotunda. C'est un talent incroyable, il a un esprit pour les stories, pour les personnages, pour le catch, qui est tout simplement unique. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans notre business, que ce soit passé, présent ou futur, qui réfléchissent de la manière dont pense Bray Wyatt. Donc j'adorerais avoir l'opportunité de travailler à nouveau avec lui, car je pense qu'on pourrait faire quelque chose de très spécial. Maintenant, que ce soit avec le personnage de The Fiend ou pas, qui sait? Car Bray est quelqu'un qui est un maître dans l'art de se réinventer. Donc si jamais nos chemins se croisent à nouveau, si jamais Bray revient, j'adorerais bosser avec lui car je pense qu'on peut faire quelque chose de magique. Eh bien merci Seth pour cette interview et je te souhaite le meilleur et j'espère vraiment qu'un jour tu auras ce qui t'est dû et que tu seras potentiellement le numéro 1. Écoute, au bout du compte, ma vie est superbe et j'ai beaucoup de chance, donc merci à toi et merci pour cette interview. Donc voilà, c'est tout pour cette traduction de l'interview de Seth Rollins. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos remarques dans les commentaires. Et dites-moi également s'il y a d'autres interviews en particulier que vous souhaitez que je traduise. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!